Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h15, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, qui est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur le gouverneur. Bonjour Christophe Jacobini. Merci. Avec Laure Closier, on va vous interroger sur cette décision historique, bien évidemment. Hier, 0,75% de hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que c'est... Alors, on a plein de questions à vous poser. Première question, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce qu'on a l'impression que l'économie est en train de ralentir. Vous-même, Christine Lagarde annonce hier que on n'est pas à l'abri d'une récession en 2023. Alors, est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous n'êtes pas en train de retard, Monsieur le gouverneur? Écoutez, j'ai ce matin entendu le débat, notamment Jean-Marc Daniel. Et je sais que vous êtes à l'antenne tous les jours. J'écoute très souvent BFM Business. Et en gros, j'entends qu'on nous fait deux reproches qui sont opposés. C'est-à-dire, on nous dit, vous agissez trop tard. Et on nous dit, ça sert à rien. Bon, si ça sert à rien, c'est pas qu'on agit trop tard. Non, ça sert à quelque chose. Les effets de la remontée des taux sur l'inflation, pour diminuer l'inflation, ils sont établis toujours et partout, par la pratique de l'économie. Et après, le bon sens dit que quand on a une inflation à 9% en moyenne en zone euro, c'est moins en France. On est à 6,5%. Mais même 6,5%, c'est beaucoup. Quand on a une inflation à 9% en France en zone euro, on ne va pas garder les taux d'intérêt à 0%. Ouais. Donc nous sommes passés hier à 0,75%. Et nous l'avons fait aussi parce que, ça c'est une question un peu plus subtile qu'on nous pose, on nous dit, mais dans cette inflation à 9%, il y a une part significative des prix de l'énergie, et ça vous n'y pouvez rien. Christine Lagarde l'a dit. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Christophe Jacobini et Laure Closier, là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête une minute et qu'on regarde un peu plus en détail à l'intérieur de ces 9%. Dans ces 9,1 exactement d'inflation, il y a en gros la moitié, c'est vrai, d'énergie et de matières premières, notamment agricoles. Mais il y a une autre moitié, 4,3% pour être précis, qui est l'inflation hors énergie et produits agricoles. C'est déjà beaucoup, Ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Et c'est beaucoup, effectivement. Et c'est ces 4,3% qui justifient notamment notre action, parce que là, la politique monétaire est efficace. Je vais le dire autrement. L'inflation en Europe et en France, elle est non seulement plus haute, ce qui suscite la préoccupation légitime de nos concitoyens, mais elle est plus large. Et quand l'inflation se diffuse dans l'ensemble de l'économie, là, la politique monétaire est pertinente. Donc nous avons posé effectivement un acte déterminé, je crois qu'il le fallait face à cette inflation sous-jacente, hors énergie, et puis on a donné un signal très fort de notre détermination pour tenir un engagement. Et ça, je veux le redire ce matin, notre engagement, comme Banque Centrale Européenne, comme Banque de France, c'est de ramener l'inflation vers 2% à moyen terme. Dans nos prévisions actuelles, c'est d'ici 2 ans, vers la fin 2024. Sauf que là, vous répondez à la question de l'inutilité de l'action. Vous nous dites c'est utile pour l'inflation qui est hors énergie, mais vous ne répondez pas à la question du timing, puisque vous-même, vous dites ça va ralentir de fait. Est-ce qu'on avait besoin de ça, de cette baisse en plus ? Puisque dans vos prévisions, de fait, on est déjà sur un ralentissement. Oui, alors je crois qu'il y a dans la question que vous posez tous les deux une idée qui est un peu simpliste, si je peux me permettre, qui est que le ralentissement traiterait tout seul l'inflation. Non. Dans les prévisions pas seulement de la BCE, dans les prévisions de la plupart aussi des économistes privés, il y a un net ralentissement de l'économie, c'est vrai, qui tient au choc de l'invasion russe de l'Ukraine, mais pour autant l'inflation reste élevée l'an prochain. Et restera élevée malgré le ralentissement. Alors le ralentissement freine un peu l'inflation, mais ne suffit pas à ramener l'inflation vers 2%. Et c'est là que la politique monétaire est un instrument. C'est pas toujours très connu, la politique monétaire. On en parle plus grâce à BFM Business, mais c'est un instrument, je le redis, toujours et partout efficace pour lutter contre l'inflation. Et si vous me permettez d'ajouter, le plus tôt on agit avec cet instrument, le moins difficile il est d'atteindre le résultat. Il y a Est-ce que vous n'avez pas tardé par rapport aux Américains, par rapport aux Anglais, par exemple? Il y a un exemple qu'on a tous en tête et qui, je crois, est éclairant, c'est ce qui s'est passé il y a un peu plus de 40 ans, dans les années 70, avec les chocs pétroliers. On a beaucoup trop attendu. À l'époque, résultat, il y a eu une inflation à 2 chiffres, plus élevée qu'aujourd'hui, et ça a dû se régler par un coup de frein très brutal de la Banque centrale américaine, M. Volcker, qui a dû monter les taux d'intérêt. Aujourd'hui, on parle de 0,75%. M. Volcker, il a monté les taux d'intérêt à plus de 20% à l'époque. C'est ça qu'il faut éviter
en agissant de façon ordonnée mais déterminée. La faiblesse de l'euro, notamment face au dollar, on est à la parité. Est-ce que c'est un problème et est-ce que c'est dans vos attributions d'essayer de corriger? Non, nous n'avons pas d'objectif de change, nous avons un objectif de stabilité des prix, c'est-à-dire ce fameux objectif d'inflation à 2%. Oui, mais un euro faible 2% renchérit le coût pour les Français. Je vais répondre, Christophe Jacobizine, mais 2% au passage, c'est la température d'équilibre de l'économie. Alors, l'inflation importée à travers le taux de change est une des composantes qu'on peut avoir. Donc nous regardons le taux de change, mais ce n'est pas nous qui le fixons, c'est les marchés financiers. Mais vous ne contentez pas de regarder quand même ce taux de change? J'ai noté que la décision d'hier avait accompagné une certaine stabilisation de l'euro, mais nous sommes déterminés sur l'objectif d'inflation. Je ne peux pas vous donner ce matin un objectif de change. Un mot des banques. Le refinancement est toujours facile pour les banques avec les LTRO. Est-ce que vous n'avez pas peur, et vous allez me dire que c'est simpliste, mais je vais y aller quand même, que dans quelques semaines, on vous dise vous avez laissé les banques se faire du gras et vous avez cassé la croissance? Alors, hier, Christine Lagarde a dit que nous serions amenés, puisque nous entrons en territoire de taux d'intérêt positif. On a beaucoup parlé de la taille de l'augmentation de taux hier à 0,75%. On n'a peut-être pas tout à fait à se souligner qu'on est passé, c'est une étape historique, de 0 à des taux d'intérêt positifs. Alors ça a des conséquences techniques, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, sur ce qu'on appelle notre cadre opérationnel, sur les TLTRO, sur la rémunération des réserves. Christine Lagarde a dit, nous allons les regarder très vite et ajuster ce qui doit être ajusté. Puisque vous parlez des banques, je crois qu'on a la chance d'avoir des banques françaises qui sont efficaces, qui ont des résultats significatifs, qui sont solides, qui sont au passage les plus actifs d'Europe. Donc ça, c'est un atout de notre pays. Et donc, moi, j'ai toute confiance dans le cycle du crédit, la bonne capacité à financer le crédit immobilier et les entreprises, à une condition, c'est que c'est important que les banques françaises gardent en réserve suffisamment de capital pour faire face à ce qu'on appelle le cycle du crédit. Il y a un petit risque que s'il n'y avait pas suffisamment de capital, le crédit se retourne. Vous savez qu'il y a le Haut Conseil de stabilité financière qui s'est réuni au mois de juin. Il y aura une nouvelle réunion en septembre. Nous regardons cela avec attention, mais sous cette réserve, c'est-à-dire suffisamment de capital des banques françaises, le crédit sera correctement assuré. Je crois que c'est très important de le dire, pour les ménages à travers le crédit immobilier ou pour les entreprises. Ah justement, vous évoquez le crédit immobilier, les taux montent petit à petit. Alors il reste progressivement. Progressivement, je ne sais pas, parce que on nous dit, certains courtiers nous disent que le taux d'usure étant à 2 et quelques en ce moment, avec des taux à 10 ans, 20 ans qui montent facilement à 2%, plus le coût, les frais de dossier, plus le coût de l'assurance, que beaucoup de dossiers, ils disent 40% seraient refusés par les banques. Oui, alors ce chiffre est très peu crédible. J'ai eu l'occasion de le dire et d'autres l'ont relevé. Soyons clairs, il n'a aucun fondement. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe sur le crédit immobilier ? Nous avons publié les chiffres la semaine dernière. D'abord, il reste très dynamique. On est à plus de 6% de croissance. Je le disais, les taux remontent progressivement. Au mois de juillet, on était en moyenne à 1,45. Alors c'est un peu plus que quand il y avait les points les plus bas, autour de 1,1 ou 1,2%, mais c'est beaucoup moins que la moyenne historique. Je vous donne la moyenne sur les 15 dernières années. C'est les moyennes, on était à 2,7%. Donc vous voyez que les taux restent très favorables et le crédit immobilier reste très bien financé. Donc vous démentez ce chiffre de 40 ou 45% de refus. Je ne suis pas le seul à le démentir. Tous ceux qui ont regardé ont vu qu'il était peu crédible. Pour autant, nous regardons. Si le taux de l'usure il est ajusté tous les 3 mois, la dernière fois c'était fin juin, il le sera à nouveau fin septembre. Je rappelle que le taux de l'usure il est là pour protéger les emprunteurs. Donc certains veulent pouvoir prêter plus cher aux Français. Il faut qu'ils le disent. Servir l'intérêt des Français en leur prêtant plus cher, c'est pas forcément totalement évident comme raisonnement. Mais nous regardons s'il y a un effet d'éviction. De toute façon, on va appliquer les règles. Donc il y aura une nouvelle remontée du taux de l'usure fin septembre et nous travaillons. Donc quand même, il y a des dossiers qui sont bloqués. Nous travaillons là-dessus sérieusement. Il y a quand même du coup des dossiers qui sont bloqués à cause du taux d'usure. Non. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les courtiers ne veulent pas. Je crois qu'il ne faut pas relayer les discours de telle ou telle corporation, qui, soyons clairs, alors, ma question... veut prêter plus cher aux Français, c'est pas forcément l'intérêt des Français. Alors... Mais voilà, je m'arrête là, la Banque de France est aussi là pour protéger les emprunteurs. Je note d'ailleurs qu'aucune association d'emprunteurs qui représente les Français
n'a demandé le relèvement accéléré du taux de l'usure. Encore un mot de la zone euro avant de passer au bilan que vous avez fait devant le Conseil national de la refondation hier. Une zone euro dans laquelle l'inflation va des bons élèves comme nous, 7-8%. Aux Pays-Bas, c'est même 6,5. 6,5. Mais 6,5, c'est trop, soyons clairs. Mais aux Pays-Baltes, où on va jusqu'à 25%. De taux d'inflation. Comment vous faites pour gérer des pays membres avec des écarts d'inflation aussi importants? D'abord, il y a toujours eu des écarts entre les pays de zone euro. Non, mais ça correspond au fait qu'on garde des politiques économiques décentralisées, et heureusement, et nous regardons la moyenne de la zone euro. Alors, pourquoi est-ce que ces variations sont plus importantes aujourd'hui? Bon, d'abord parce que les prix de l'énergie bougent énormément et que la réaction des gouvernements a été différente. Oui. Pourquoi est-ce que la France a moins? Non, mais on sait. Parce que non, mais je crois que c'est important de le dire, parce que le bouclier tarifaire a été efficace. Oui, mais comment voulez-vous gérer un pays, l'Estonie? Il se trouve que l'Estonie que vous citez n'a pas mis en place du tout de mesures budgétaires de protection de ses citoyens. Est-ce qu'un taux à 0,75% est adapté pour une économie qui a 25% d'inflation? Si vous voulez bien, Christophe Jacobizine, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la composition de l'inflation. Ce qui varie le plus entre les pays, c'est cette composante énergie, à cause du bouclier tarifaire. Et donc, progressivement, de toute façon, les prix de l'énergie ne vont pas monter jusqu'au ciel. Cette composante énergie, elle va disparaître. C'est un des éléments qui fondent notre confiance dans le retour de l'inflation vers 2%. Le plus important pour la politique monétaire, c'est le reste, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et matières premières. Et ça, elle varie beaucoup moins entre les pays. Face à cette hausse de l'inflation et également des prix de l'énergie, on voit les ménages de plus en plus se tourner vers les crédits à la consommation. Est-ce que vous voyez des défauts arriver en masse? Non. Non. Pas d'inquiétude. D'abord, je relativise ce que vous avez dit sur les ménages qui se tournent de plus en plus vers le crédit à la consommation. On voit pas de tendance massive là-dessus. Et ensuite, nous suivons avec la Banque de France, avec attention, les situations de surendettement. Nous sommes là pour aider les ménages sur le terrain. Nous publions d'ailleurs chaque mois un baromètre de l'inclusion financière. Et il montre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, que la tendance à la baisse des dossiers de surendettement, qu'on voit depuis 8 ans maintenant, se poursuit en 2022. Mais nous sommes très attentifs. Pareil sur les défaillances d'entreprise, pas de signaux trop inquiétants? Non, alors sur les défaillances d'entreprise, on est à peu près à 35 000 sur les 12 derniers mois. C'est un peu plus qu'il y a un an. Pourquoi? Parce que le Covid avait arrêté les flux. Le quoi qu'il en coûte, c'était une espèce de façon d'arrêter les compteurs. Ouais. Mais dans une année normale, il y a autour de 50 000 défaillances d'entreprises. Ouais. Vous voyez qu'on est significativement en dessous. Hier, donc, le Conseil national de la refondation a été ouvert par le président de la République. Vous avez été chargé de faire notamment un discours, un bilan, l'état de la France. Qu'est-ce que vous avez dit hier? Alors, j'étais effectivement invité comme intervenant avec le premier président de la Cour des comptes qui a parlé de dette et de finances publiques, et avec Corinne Lecquéré, qui est une Canadienne présidente du Haut Conseil du Climat, qui a aussi dit des choses passionnantes. Alors moi, j'ai parlé de la situation de l'économie. Qu'est-ce que j'ai dit sur le constat? Qu'aujourd'hui, en 2022, l'activité résiste plutôt bien. Et soyons même clairs, mieux que prévu. Il se trouve qu'on a publié hier matin notre enquête de conjoncture sur début septembre. On a eu le chef du département. C'est une interrogation de terrain, 8500 entreprises. Et ils nous disent que la demande tient bien, notamment dans les services. L'été a été, en particulier pour le tourisme, une très bonne saison. Donc, on avait déjà eu une bonne surprise sur la croissance du deuxième trimestre, 0,5. Et là, on s'attend, mieux que prévu, à 0,3 sur le troisième trimestre. Donc, le résultat, c'est que sur la croissance 2022, nous avions dit 2,3% au mois de juin. Nous allons publier le 15 septembre, la semaine prochaine, nos nouvelles prévisions. Nous serons au-dessus de ça. Ah oui. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises, monsieur le gouverneur. Donc là, vous voyez, sur 2022, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, je vais mettre un bémol, c'est que les entreprises nous donnent dans le même temps les commandes tiennent, les Français ont toujours envie de consommer, les entreprises ont toujours envie d'investir, mais nous avons des grandes difficultés à suivre, à produire. C'est ce que les économistes appellent des problèmes d'offres. Les difficultés d'approvisionnement, même si elles diminuent un peu, l'inflation, en particulier sur l'énergie, ça c'est un grand souci. On a reçu le président de l'association des producteurs d'aluminium tout à l'heure. Ça, je crois que dans l'industrie, c'est un grand souci de la rentrée. Et puis, quelque chose qui dure malheureusement depuis des années, les difficultés de recrutement. Ça, c'est des problèmes d'offres. Quand nous regardons 2023, fort ralentissement. Fort. À tout le moins. Oui, parce que voilà, cette facture énergétique pèse. Écoutez, nous publions nos chiffres la semaine prochaine, donc on verra. Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous serez positif la semaine prochaine encore, non? On sera au-dessus de zéro, non? 2024, rebond de l'activité. Voilà en gros la séquence.
d'euros en 2023. Si j'ose dire en 3 R, 2022 résistance, 2023 ralentissement au moins, et 2024 rebond. Là-dedans, pour terminer sur le paysage que j'ai fait hier, il y a un point de satisfaction et un gros point d'alerte. Le point de satisfaction, c'est l'emploi, qui résiste plutôt bien, et le taux de chômage reste historiquement bas en France. Ça, c'est un atout pour affronter cette crise. Et puis évidemment, la grosse alerte, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est l'inflation qui nous oblige à agir. Je redis que nous, Banque centrale, Banque de France, nous ferons tout ce qu'il faut pour ramener l'inflation vers 2%. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, merci infiniment d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.